Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver depuis la plage Magnum sur la Croisette à Cannes pour Cannes 14h. Une émission aujourd'hui très souvenir puisque nous allons recevoir dans un instant le réalisateur allemand Percy Adlon. Si je vous dis I'm calling you, bon, je chante pas très bien, écoutez. Ah ben oui, tout de suite, ça vous revient à l'esprit. Aux côtés de Percy Adlon, le réalisateur de Bagdad Café, nous discuterons aussi avec Vincent Doher, fondateur de l'agence culturelle Cinépub et du Cannes Soundtrack, justement, une compétition qui récompense les musiques de films ici au festival. En deuxième partie d'émission, on parlera solidarité et jeunesse avec l'opération Moteur qu'anime l'animateur Sébastien Follin. Puis on fera un point sur ce festival à 2 jours du palmarès avec le journaliste Bruno Kras qui couvre pour Europe 1 le festival depuis de nombreuses années. Cannes 14h, c'est parti. Et on débute avec nos 2 premiers invités, le réalisateur allemand Percy Adlon. Hello. Thank you for being there. Et Vincent Doher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Welcome to both of you. Percy Adlon, le film Bagdad Café est de retour sur la Croisette pour une projection sur la plage vendredi soir. Le film a exactement 30 ans. Avant d'en discuter avec son réalisateur, on se le remet en tête avec la bande-annonce. Showtime at the Baghdad Gas and Oil Cafe. Hey, when it's showtime at the Baghdad Gas and Oil Cafe. Aber Kaffee mit Eis, Negerküster wird's mir heiß. Was ist das we want to eat tonight? Apfelstrudel, Holze Nudel, Olperberry, Jodeldudel. Try a new dessert, it's called the Garden of Delight. Give me a home where the coyotes howl, where the weather is fair and the food is foul, in a little truck stop, just a mom, no pop operation. Home on a gas range, working for the small change. If you're feeling blue, get a new tattoo. So don't start shoving, cause life's just a loving situation. I want to live right here on the old Mojave. Live my life in low gear, you savvy. And nothing so tragic, cause it's all about magic. Take it away, love saves the day. When it's showtime at the Baghdad Gas and Oil Cafe. Hey, when it's showtime at the Baghdad Gas and Oil Cafe. Percy Adlon, you're in Cannes Festival this year for your film Bagdad Café. It was 30 years ago, il y a 30 ans que Bagdad Café est arrivé et le film est projeté sur la plage vendredi soir. 30 years ago when this unprecedented movie came to us and it was a surprise for a lot of people, for the audience. Did you ever imagine, est-ce que vous avez jamais imaginé que ce film qui était sans précédent pour la plupart de ses spectateurs ait autant de succès? Did you imagine it would be so successful? No, of course not. We had some very successful films, but not in terms of box office. And this one, I think it came somewhere from the sky, like for Yasmin when she sees the rays of light and she says, my vision. It was our vision in a way. And when I think about Cannes of this year, and it's about women. Yes, absolutely. My film is about women. It's about 2 women, Yes. 2 dropouts. So to say, well, Brenda's not a dropout, she's just worn out, you know? But at the same moment, when we get rid of their husbands,
the story starts, you know. Yes, absolutely. Alors, Percy Adlon me disait que non, évidemment, il ne s'attendait pas à ce succès, qu'il avait déjà eu des succès par le passé, mais jamais au point de figurer dans le box-office dans une position aussi avantageuse. Ce film, dit-il, semble tomber du ciel. C'était une forme de vision, un peu comme quand Jasmine, l'héroïne du film, l'héroïne allemande du film, a une vision, elle voit des lumières dans le désert et qu'elle dit c'est ma vision. Percy Adlon qui fait remarquer, c'était effectivement l'objet de notre interview, que cette année à Cannes on parle beaucoup des femmes et que ce film Bagdad Café parlait déjà des femmes. C'était le film du destin de deux femmes qui, dès qu'elles se débarrassent enfin de leur mari, eh bien finalement le film commence et elles recommencent à vivre. It was a very feminist movie. 30 years ago, it was already a feminist movie. Absolutely. C'était déjà un film I'm a féministe. feminist. Yes. I had a very Congrats. strong mother. Congratulations. Thank you. I had a very strong mother. My first feature film was about Céleste Albaret, you know, of Marcel Proust. So it was a movie about. Then the next one was about Sophie Scholl, and this was a film about two women. Went on and on and on. Right. Percy Adlon qui nous dit effectivement que voilà, cette année on parle beaucoup des femmes à Cannes et je lui faisais remarquer que son film était déjà un film féministe il y a 30 ans. Oui, je suis un féministe, dit Percy Adlon. J'avais une mère qui avait une très forte personnalité. J'ai toujours beaucoup parlé des femmes. Il évoque ses précédents films dans lesquels il a rendu hommage à des personnages féminins, à différents personnages féminins. For the main audience, pour le public en général, Bagdad Café, c'est surtout une musique, une chanson, c'est surtout une chanteuse. Bagdad Café is above all a soundtrack. It's a song and it's a singer. And you wouldn't let anyone decide for yourself. You wanted your singer, you wanted Jevetta Steele and no one else. Why that? Vous vouliez Jevetta Steele pour interpréter cette chanson. Pourquoi elle, qui n'était pas très connue à l'époque? Because we saw a musical, The Gospel at Colonus, in Los Angeles 2 years before we wrote Bagdad Café. And we were extremely expressed. She was 21 years old, with this beautiful, deeply feeling voice. And the composer, Bob Towson, the composer of this musical, when I met him, I said, if you write a song for me, Jevetta Steele has to sing it. And after that, it was Céline Dion or Streisand. And they all said, but we can never match Jevetta Steele. Ok. Donc je demandais à Percy Adlon pourquoi il avait choisi Jevetta Steele pour interprète. Il nous disait l'avoir entendu, avoir fait sa connaissance 2 ans avant le film. Elle n'avait que 21 ans, avec cette voix très profonde, très chaude et inégalable selon lui. Il a demandé à son compositeur de composer une musique avec Jevetta Steele et d'autres chanteuses comme Barbara Streisand, comme Céline Dion se sont proposées sans pouvoir rivaliser avec Jevetta Steele. Then she became very famous because of you, because of the film. Elle est devenue très célèbre grâce à vous et grâce au film. Well, Jevetta then played Brenda in the musical of Bagdad Café. No, it was very, very successful at the Maison de la Danse in Lyon. 50 performances or so sold out. So it was... Yeah. Percy Adlon qui évoque avec nous le succès de Jevetta Steele et le fait qu'elle a effectivement donné de nombreux concerts, notamment il évoque des dates à Lyon qui ont été immédiatement sold out, c'est-à-dire il ne restait plus de place. Bagdad Café changed your life. Did it change your cinema, the way you film, the way you work? Est-ce que Bagdad Café qui a changé votre vie a changé la façon dont vous filmez, la façon dont vous travaillez? Changed my income. Et ça a changé mes revenus, dit-il. No, it was. I bet. It was all over the world. This was the most beautiful thing, that it was in South Africa and in Korea and in Israel and in Scotland and in South America, everywhere.
Ce qui l'a frappé, nous dit Percy Aldon, c'est le succès, évidemment, dans le monde entier. Il n'y avait pas de pays où le film n'ait pas eu de succès, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, quel que soit l'endroit où ce film a été projeté, il a connu le succès. Are you sometimes fed up with this film, with talking about Baghdad Café, as if it was the only film, the only movie in your career? No, because I was used to do art films, and I still do art films, and normally they're small. They're for small audiences, and this became big. It became a cult. It became it had a religious quality suddenly, and it's just my wife and I. We just wrote it the way we both grew up, and what we believe in, and especially that. We believe in women very strongly. We both had these, after World War II, women who built up the country. And we were always disappointed when we saw what really happens in the real world of business, for example, to women who have to work 10 times harder than men to reach the same position. Alors la question de savoir s'il est fatigué parfois de parler de Baghdad Café, du succès de Baghdad Café et du fait qu'on en serait presque à résumer sa carrière à ce seul film, Percy Adlon répond qu'il n'en a pas assez parce que finalement il a toujours fait des films plutôt réservés à un public restreint, des films d'art avant et après qu'il a continué, que ce film effectivement a été très important, l'a fait connaître du monde entier, mais que pour sa femme et lui c'était simplement la confirmation que il croyait, le fait qu'ils soient féministes, le fait que les femmes devaient être un peu plus portées à l'honneur, eh bien c'était une confirmation, le succès de ce film. Et puis il nous dit à quel point c'est important pour lui que le rôle des femmes soit un peu plus mis en valeur, les femmes qui ont tant contribué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à la reconstruction de l'Europe et il se désole qu'encore aujourd'hui, pendant longtemps, et qu'encore aujourd'hui les femmes aient dû en faire beaucoup plus, 10 fois plus pour être reconnu. Thank you, Mr. Adlon. You stay with us. We continue with Vincent Doher in French. Sorry. Vincent Doher, fondateur de Cinépub, agent spécialisé dans la culture. Vous avez lancé en 2010 le Cannes Soundtrack, Oui. en bon français. Oui. Donc c'est une compétition qui récompense les musiques de films, les musiques des films qui sont sélectionnées et qui sont en compétition sur la Croisette. Alors, vous êtes un grand cinéphile, je ne sais plus, vous en êtes à votre 25e ou 30e festival de Cannes, 26e festival de Cannes, excusez du peu, grand cinéphile et amateur de musique, puisque vous avez créé ce prix. Alors, la musique de Baghdad Café, j'imagine que elle vous reste en tête. Incroyable, c'est une musique incroyable, et justement j'ai échangé avant l'émission avec le fondateur de ce film magnifique, et c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est la complicité entre un réalisateur justement et la musique pour arriver à ce résultat, parce que aujourd'hui, quand on entend ces notes de musique, on a le film en tête, et parfois même la musique, elle peut changer nos vies, la musique d'un film. C'est-à-dire que on a nous-mêmes, on se met en scène presque dans le film. Quand on est sur la route, en voiture, on entend cette musique, on traverserait presque un désert. Donc la musique nous transporte aussi, et elle permet vraiment de mettre en lumière nos vies, la musique de film. Alors racontez-nous comment fonctionne ce jury du soundtrack, du prix soundtrack de Cannes. Cannes Soundtrack, une précision déjà, c'est un prix off. Cannes, le festival de Cannes, qui est un festival magnifique, n'a jamais créé de récompense musique de film. Alors en 1946, la première édition du festival de Cannes, on a un prix SACEM, un prix musique. Malheureusement, ça va durer qu'une seule année. Et du coup, il n'y a jamais eu de prix pour la musique. Et moi, c'est vrai qu'en fréquentant ce festival depuis longtemps, et étant musicien aussi moi-même, je me suis toujours dit, mais il me manque quelque chose. Donc mon objectif premier quand j'ai créé Cannes Soundtrack, c'était vraiment de parler de musique de film, qui sont un peu les oubliés de la Croisette, et de créer une récompense off, mais qui concerne la compétition officielle, avec un format un peu particulier. On a des journalistes cinéma, qui sont quand même des critiques de films, mais qui sont aussi des passionnés de musique. On a 26 journalistes cette année, et qui regardent les films en compétition, et on leur demande d'être attentifs à la musique. Et à la fin du festival, ils vont décerner le coup de cœur de la meilleure musique de film
en compétition. Mais ça veut dire que ils écoutent les BO des films en voyant les films et non pas séparément. Oui, Oui. ils sont attentifs à la musique. C'est vrai que là, il y a deux types de musique de film. Il y a une musique originale qui a été écrite pour le film, et on a la musique synchronisée qui a été ajoutée pour le film. Et aujourd'hui, on a 21 films en compétition, on a 19 musiques de films, et on a 5 musiques additionnelles. Donc 5. Alors aujourd'hui, il y a des personnes derrière ces musiques additionnelles, on appelle ça les music supervisors, qui sont des personnes très importantes parce qu'ils vont rechercher justement ces musiques additionnelles. Et on a des compositeurs qui travaillent de différentes façons avec le réalisateur du film. Et ces journalistes, effectivement, sont attentifs en projection, mais c'est indissociable, le film, Oui. de la musique. Alors, est-ce qu'il faut être cinéphile pour bien apprécier la musique d'un film? Pas du tout. La musique d'un film, c'est... je vais dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a deux écoles de musique de film. On a une école de musique de film culte, qui a commencé la musique de film a toujours été présente dans le cinéma, mais si on retient les notes majeures de la musique de film, quand on pense à Ennio Morricone ou à John Williams, c'est des compositeurs qui ont réalisé des thèmes, qui ont vraiment créé des gimmicks de musique. Quand on pense au film, on pense tout de suite à la musique du film. Dans de la mer, on peut la fredonner, on a vraiment en tête Le Bon, la Beauté et le Truand. Tous ces films ont des musiques emblématiques. Aujourd'hui, on a des compositeurs qui sont aussi remarquables et incroyables, comme Alexandre Desplat, où la musique se fond dans l'image. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans... Oui. Alors, il y a encore des thèmes forts, mais on est plus vraiment dans la complicité avec le film. Ce qui en sort pas moins que la musique est, dans les deux cas, géniale. Et pour répondre à la question, non, tout le monde aime la musique de film, et c'est pas une histoire de cinéphilie. Le jury du Cannes Soundtrack qui décernera son prix ce vendredi. C'est demain. Oui, parce qu'en fait, on arrive à la fin de la projection de tous les films en compétition. Et vendredi 18, on aura effectivement le choix des journalistes pour décerner cette récompense. Et alors, je ne peux pas donner d'indication parce Non, que ce n'est pas mon On rôle. va pas le faire. Mais on peut noter quand même, ça c'est mon avis personnel, Oui. si je peux ajouter une petite réflexion là-dessus, on a la chance d'avoir eu plein de films qui ont été projetés. Il y a quelques films où la musique est importante. On a un film russe, Leto notamment, qui raconte l'histoire d'un rocker des années 80 en Russie. Savoir que le réalisateur a été assigné en résidence, il n'a pas bien pu sûr. faire le déplacement. Et on a un interprète comédien qui joue dans le film, qui est incroyable, et effectivement ça a transporté le... Si vous aviez en dehors de la compétition cette année, si vous aviez une bande originale préférée de votre vie de cinéphile, la première qui vous vient à l'esprit? Évidemment, la question est toujours compliquée. Oui, c'est terrible, parce qu'après on regrette c'est ça, de n'avoir pas c'est dit ça. autre chose, bien sûr. Il y a des centaines de films, mais j'aime plein de musiques différentes. Il y a des musiques électroniques, des musiques symphoniques. C'est intéressant le sujet de la musique de film, parce qu'il y a vraiment plein de musiques différentes. C'est un peu comme la nourriture, il y a l'italien, il y a asiatique. Et pour revenir à la musique, Midnight Express, Giorgio Moroder, film incroyable. Dur. On a une musique qui transporte le film, qui transporte l'action. Et oui, c'est une musique où on peut danser en plus. Je citerai celle-là, par exemple. Ok, très bien. La musique de Midnight Express. On retient Percy Edlon. We were talking about soundtrack, movie soundtrack, and Vincent told us that one of his favorite movie soundtrack is soundtrack of Midnight Express. Do you have Yeah. one music, one of your favorite music? We had Brad Davis in Rosalie Goes Shopping. He's Midnight Express, right? Yeah. No, what's interesting, I think, is that I only wanted a song and the show to be composed. Okay. And then the composer asked me, "Yeah, you don't need more?" I said, "No, just give me the tracks." Yeah, but Je voulais juste dire, Percy Edlon, une musique et à côté le film. Et le compositeur m'a dit, mais vous ne voulez pas un petit peu plus? J'ai dit non, donnez-moi uniquement ça. so we used the harmonica track, for example, a lot for Jack Palance. But Audrey, would you be interested in some news? Short. Tell me. We took our 3 granddaughters Yes. to the creation of Baghdad Cafe, 15, 18, and 21. Yes. And it's called The Trip to Baghdad. Okay. And we went with them to the Baghdad Cafe in the Mojave Desert, and we
we told them about the creation of the film. And the idea was to translate our film to the young audience. And I hoped it worked really well. We will probably show it together with a movie. We don't have a concept yet, but it will be something that Okay. I think would be very interesting for the new And generation. when did you have Right this now, trip? last week. Last week? You were in. We shot it. We the were desert? in Los Angeles. Yes, we Yes. live in Los Angeles. Okay. And they live in Los Angeles. Okay. So it was a very, very nice trip, and it's very upbeat and a contemporary editing and so on and so forth. Ok. Percy Adlon qui nous disait pour terminer qu'il a fait presque un pèlerinage en quelque sorte, hein, quasiment, avec ses petites filles, 15 ans, 18 ans, 21 ans, pour les emmener sur le lieu du tournage de Bagdad Café. Ça s'est fait très récemment, la semaine dernière, nous dit-il. Et une façon pour sa femme et lui eh bien, de connecter les jeunes générations qui n'étaient pas nées au moment de Bagdad Café avec ce film. Et on verra ce qui sortira de ce voyage, de ce retour aux origines du film Bagdad Café. Thank you very much, Percy Adlon. Merci beaucoup, Vincent Deher. Il se passe beaucoup de choses à Cannes tous les jours, eh bien, pour ne rien rater de l'essentiel. Nous avons, comme chaque jour, jeté notre mistigris sur la croisette. Mistigris, c'est le nom de code de notre reporter. Et regardez ce qu'elle nous rapporte de ces dernières 24 heures à Cannes. Qu'est-ce que ça vous fait les 50 ans de la quinzaine? Eh ben, les 50 ans de la quinzaine, qui sont les 49 après, en fait, eh ben, je lui souhaite encore 50 ans. Voilà. Ici, nous sommes au Suquet des artistes à Cannes. Ils accueillent l'exposition sur la première quinzaine des réalisateurs, qui s'appelle Cinéma en liberté, qui était le premier nom de la quinzaine des réalisateurs, qui a vu le jour en 69. Alors ça, c'est l'unique matériel publicitaire de la première quinzaine des réalisateurs. Cette affiche, c'est un mensonge, puisque tout a bougé tout le temps dans tous les sens, à commencer par des films qui sont jamais arrivés, d'autres qui se sont rajoutés, d'autres qui se sont décalés, à telle enseigne que chaque jour, il fallait qu'une des personnes de la quinzaine fasse des petites fiches pour le mettre devant la salle de cinéma en disant finalement tel film ne passera pas ce jour-là mais le prochain, etc. Et le public suivait. À la quinzaine, il était absolument exclu de porter un smoking, une robe de soirée ou quoi que ce soit. Très vite, au fond, on s'est aperçu qu'il y avait comme ça, à l'autre bout de la croisette, vers la gare où personne n'allait jamais sinon pour prendre le train, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose où on pouvait dire qu'un autre cinéma était possible, en train de naître devant nos yeux, et que peut-être qu'il allait falloir s'y intéresser de très près. Sur mai 68 ici, et ce qui s'est passé, on était lycéens, étudiants, travailleurs, c'était génial que le festival de Cannes s'arrête. C'était génial, comme signe pour nous, allez-y, continuez, la révolte est justifiée. Dans tout ce charabia sur 50 ans de mai 68, je dis arrêtez de me dire que je suis vieux. Parce que quand on dit cinquantenaire de 68, ça veut dire que t'as plus de 70 ans. Dans la 73, puisque j'en avais 23. Hi, Mom. Est-ce que tu préfères faire un film à petit budget en totale liberté ou un blockbuster en étant sous les ordres d'une superproduction comme le dernier Star Wars? J'adorerais faire un blockbuster en toute liberté. Est-ce que tu préfères jouer pour un mauvais réalisateur ou diriger un mauvais acteur? Act for a bad director or direct a bad actor? Direct a bad actor. Diriger un mauvais acteur. Ton expérience avec nous a été trop dure? Oui, j'ai été traumatisé. Deuxième partie de Cannes, 14h, avec un public enfantin joyeux. Apparemment, nous recevons deux journalistes. Sébastien Follin pour l'opération Moteur. Bruno Kras, expert du cinéma, animateur de l'émission secrète de tournage sur Europe 1, qui nous dira ce qu'il pense de cette édition 2018. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sébastien. André. Bonjour Bruno. Merci d'être des nôtres. On va commencer avec vous Sébastien et cette belle opération Moteur au singulier. Il s'agit
transmission Exactement. de savoir et transmission de bonnes ondes en fait, transmission d'énergie entre des jeunes et leurs idoles. Racontez-nous. Exactement, Projet Moteur, c'est la 2e édition cette année, c'est un concours national qui a été lancé pour demander aux gamins 12-22 ans de raconter les personnes qui les inspirent, leurs modèles inspirants en 1 minute 30 avec leur smartphone. On a reçu plus de 400 films, l'année dernière Abdel Malik était le président du jury, cette année c'était Mathieu Kassovitz et là nous sommes donc avec 18 gamins de la France entière, de toutes origines et origines sociales d'ailleurs, et ils sont là de toutes les villes de France et demain on monte les marches avec eux et après que Thierry Frémaux leur ait remis officiellement leur diplôme. C'est incroyable pour eux. C'est génial. C'est une super aventure. En fait, vous leur permettez, avec ce concours moteur, de rencontrer les personnes qui les inspirent le plus. Mais ça peut être des personnes célèbres comme simplement des gens de leur proche entourage. Oui, alors le truc, c'est qu'on leur dit, la règle est assez simple, raconte-nous qui t'inspire dans la vie. Alors généralement, on reçoit des films, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère, ma petite sœur. Et puis certains sortent du cadre, comme Kadir par exemple, qui habite dans l'Oise, qui lui a dit, voilà, je vais pas vous dire qui m'inspire parce que au final c'est un peu réducteur, c'est la vie qui m'inspire. Et en 1 minute 30, il est parti dans un développement philosophique absolument dingue. Tom qui lui parle de son quartier, c'est son quartier qui l'inspire. Ou encore un qui parle de Tim Burton, il est fan de Tim Burton, donc il décrypte le travail de Tim Burton. Il s'est incrusté dans un décor de Charlie et la chocolaterie. C'est extrêmement inventif, parfois maladroit, mais il faut savoir quand même que c'est des gamins qui font pas d'école de cinéma, ils ont entre 12 et 22 ans, et c'est absolument bluffant de voir ces petits films. Et on en avait une quarantaine qui étaient présélectionnés pour donc arriver à 18, et ça n'a pas été simple de choisir, mais choisir c'est renoncer comme on dit, donc voilà, ils sont tous là, et j'insiste sur le fait qu'en plus aujourd'hui ils ont gagné ce concours, mais maintenant on leur passe le relais. Maintenant c'est eux qui vont inspirer ceux qu'ils vont rencontrer quand ils vont rentrer chez eux. Qui viennent par la suite. Alors vous nous parliez de Mathieu Kassovitz, on écoute justement des conseils donnés par Mathieu Kassovitz à ces jeunes, des conseils de vie et puis des conseils de cinéma aussi. Ouais, non, le doute et la peur font partie intégrante de la création, donc vous pouvez pas. Mais le principe, c'est de douter, d'avoir peur à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est de dire j'impose ma vision. J'impose ma vision. Et après, si les autres n'aiment pas, vous avez deux choix. Soit vous dites c'est tous des cons, soit vous dites bon, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre, que j'apprenne peut-être que je vais apprendre des critiques et tout ça. Mais le principe, c'est d'avoir des doutes, d'avoir peur. Vous allez avoir très peur, mais il faut y aller. Il faut se lancer, il faut essayer. Et puis, et c'est le seul moyen de créer. Vous ne pouvez pas créer sans avoir peur. C'est impossible. C'est ce qui fait que les artistes sont des gens un petit peu marrants, c'est que c'est des gens qui doutent et qui vivent dans la peur. Donc, et qui la dépassent aussi. Et qui la dépassent. Bah oui, et les bons, enfin oui, l'artiste c'est celui qui le dépasse. Ça. À partir qu'il le dépasse, ça transcende, enfin ça devient un point de vue. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est ça qui fait partie du truc. Maintenant, si vous voulez plaire à tout le monde, ne faites rien. Alors vous nous le disiez Sébastien, pour ces jeunes qui sont donc maintenant 18 et qui sont sur la croisette depuis plusieurs jours, il y a finalement le bout de ce concours, c'est la montée des marches. Ça doit être incroyable pour eux. Quand on est arrivé sur la croisette avec eux, et donc on est arrivé en TER parce qu'on loge à Antibes, donc le TER arrive à quelques centaines de mètres de la croisette, donc on s'approchait petit à petit, et je les ai regardés, parce que je suis venu plusieurs fois sans être blasé, ça reste un endroit exceptionnel, mais j'ai regardé leurs yeux quand ils ont découvert ces images qu'on voit à la télé depuis de nombreuses années, en voyant le tapis rouge et tout. Ils étaient en effet comme des gamins, mais j'insiste sur le fait que c'est un point d'orgue, mais c'est pas la finalité. C'est-à-dire que maintenant, à eux de rentrer chez eux et d'être aussi inspirants. Et nous, ce qu'on souhaite avec ce concours, c'est que personne ne se dise plus aujourd'hui, c'est pas pour moi. Bien voilà. sûr. C'est-à-dire, c'est très important. Et c'est un concours inclusif qui intéresse évidemment les quartiers difficiles, mais pas seulement. C'est parce que qu'on soit issu de milieux favorisés ou défavorisés, on a des rêves, on a des désillusions, on a des envies, mais surtout des peurs et des inhibitions. Et ce qui, le point commun de tous ces gamins qui sont là, c'est qu'ils ont tous une vraie énergie, qui sont très créatifs et que maintenant ils sont prêts à croquer le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont arrivés? Ils ont vu des films?
Alors là, ce matin, ils ont vu leur premier film, c'est Burning. Ils ont vu la projection de Burning. Ils montreront donc les marches demain. Demain, c'est un petit peu la journée washi-washa. Avec, préparation. Voilà, avec un événement avec le CNC, ensuite Thierry Frémont, ensuite la montée des marches. Mais samedi, nous sommes encore là. Merci à la grève de la SNCF qui nous a permis de rester un jour de plus. Et donc, comme samedi, c'est la journée de rattrapage, on va les bombarder de projections. De films. Ouais, exactement. Mais merci beaucoup, Sébastien. Eh bien, longue vie à ce concours moteur. Bruno Kras, vous êtes, je n'en sais plus à votre combienième festival 34e festival de Cannes. Voilà, bon. Le record est battu. On avait jusqu'à maintenant 26, 28, donc 34e. Quel est votre regard sur cette sélection de 2018 pour les films en compétition pour la Palme d'Or? En fait, au début, pendant le premier tiers, même la moitié de la compétition, on s'est dit que c'était un bon cru. Et là, je reviens un peu en arrière en disant que c'est une sélection quand même relativement moyenne. Ce qui me frappe quand même, c'est que il y a beaucoup de films qui sont de bonne qualité, mais qui sont pas des films grand public, qui sont très lents, très longs. Et moi, je me dis toujours, je pense au public, à Paris, en France, quand on va devoir dire qu'est-ce qu'il faut aller voir et payer 12 € la place, j'ai pas beaucoup de films à leur recommander chaudement. Voilà. Alors il en reste 3 à ce point-là. Il en reste 3, à part peut-être le film français En guerre, parce que c'est un film politique, d'actualité, mais qui concerne vraiment tout le monde. Et c'est un film grand public. Donc c'est un film fort avec Vincent Lindon, signé par Stéphane Brisé, qui raconte un conflit social, mais il est dur, impitoyable, et il arrive à vous émouvoir avec un énorme problème social, comme le faisait Ken Loach avec moi, Daniel Blake, et ça c'est rare au cinéma. Alors justement, à propos de ce film, on a reçu Stéphane Brisé sur ce plateau. C'est un film qu'on a beaucoup aimé à Cannes 14h. Est-ce que vous pensez que Vincent Lindon, à 3 ans d'intervalle, peut obtenir le prix, le meilleur prix masculin? Je crois pas. Thierry Frémont ne va pas donner d'indication au jury, mais je pense que le jury va de lui-même, on va lui rappeler que Vincent Lindon, il y a déjà un prix d'interprétation. Je pense pas, ce serait un peu... C'était déjà avec Stéphane Brisé, c'était pour la loi du marché. Oui, pour la loi du marché. Non, mais par exemple, ce matin, on a vu un film de Matteo Garonnet qui s'appelle Dogman, avec un acteur incroyable qui s'appelle Fonte, et qui fait une composition de dingue, qui est extraordinaire dans le rôle d'un toiletteur pour chien misérable qui va se venger d'un copain qui terrorise tout le quartier. Et c'est très fort. Et là, c'est le premier rôle de composition qu'on voit depuis le début du festival. Il a fait sensation. Il a fait sensation, le film a été projeté Dogman, hier, et il recueille des critiques très, très élogieuses. Vous voyez se dégager, alors, il reste 3 films, mais vous voyez se dégager une Palme d'Or? À chaque fois, on s'est dit, on tient toujours pas la palme, mais petit à petit, on se dit, non pas par défaut, mais qu'il y a un film qui est très beau, qui s'appelle Une affaire de famille, du japonais Koreeda, qui est à la fois un film sensible, bienveillant, chaleureux, généreux, grand public, et en même temps sur un fond très sombre et très désespéré, puisque c'est une famille de petits voleurs qui vont cueillir une petite fille qui se fait battre et qui est maltraitée dans sa famille, qui va s'intégrer à cette famille. La morale de l'histoire, c'est que finalement la famille choisie est composée de briques et de broc, et parfois meilleure que la famille physiologique. C'est très beau, c'est très simple, c'est du grand Koreeda. Il est venu plein de fois à Koreeda, il n'a pas eu de palme, alors voilà, moi je serais pour une Palme d'Or pour Koreeda. Koreeda qu'on aime beaucoup aussi ici. Un mot très rapide, on me fait signe qu'on a terminé, mais très rapide, de Lazzaro Felice, qui est un film qu'on a beaucoup aimé aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un film quand même qui n'est pas d'accès tout à fait facile pour le grand public, même s'il y a des très belles choses, qu'il est poétique, que c'est un conte magnifique, mais bon. Moi j'étais peut-être un peu fatigué, mais c'est pas un film facile, pas tout à fait facile. C'est ma palme du cœur, avec bravo. effectivement le Koreeda et avec le Stéphane Brisé. Donc on verra bien si l'un de ces 3 films-là obtient la palme, ou en tout cas et figure en bonne place au palmarès. Merci à tous les deux. Il reste encore de la compétition, il reste plusieurs films en compétition. On est à 2 jours du palmarès du Festival de Cannes. Cannes 14h, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin sur le site dicinéma.com, et demain soir à 20h sur Altis Studio, avec toujours autant de plaisir. À demain.